Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Nous continuons cette semaine notre dossier sur Clayton Jacobs et sa société CreatorDB, une société qui est une plateforme d'analyse, plus ou moins, si je veux le dire plus simplement, une plateforme d'analyse marketing de créateurs qui permet en fait aux annonceurs d'évaluer les risques et les améliorations, en tout cas les avantages que peuvent apporter le travail en collaboration avec certains influenceurs pour les grandes marques et les sociétés de marketing. Rappelons qu'en 2019, Clayton Jacobs, récemment élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité du magazine Forbes, lance un produit, CreatorDB. Le principe est simple, son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie de créateurs de contenu. Cette plateforme aide les créateurs de contenu avec les marques. Cela faisait 2 ans qu'il avait découvert Taïwan en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains annuels et la startup comporte une équipe de plus de 30 personnes employées à plein temps. Les clients de la startup sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage de publier un livre sur l'économie du créateur de contenu au début de l'année 2024. Suite à l'interview de la semaine dernière, nous reprenons donc sur les créateurs de contenu, leur rôle et comment ils doivent ou devraient en tout cas partager leur contenu lorsque ce sont des contenus sponsorisés. L'implication bien sûr est de mise, c'est ce qu'il explique tout de suite. The best pieces of sponsored content are the ones where the creator have the most creative freedom. Les contenus sponsorisés les mieux valorisés sont ceux avec le plus de liberté de création. On a tous déjà vu ces contenus qui sont publiés en ligne et qui sont déjà mis en scène et scénarisés et qui ressortent clairement comme une publicité. Cela n'a rien de mauvais d'être une publicité, mais si vous transformez cette publicité en un véritable contenu à regarder, cela permet de maintenir le ton comique et spécifique du créateur de contenu et se fond plus avec le reste de la vidéo. Cela permet de ne pas faire une coupure avec le contenu, mais de créer une séquence fraîcheur dans le contenu. Le plus important, c'est que cela doit venir de la voix du créateur. Le résultat est bien plus impactant, mais cela demande 2 choses. La première est un produit qui fasse sens avec le reste du contenu et l'identité de compte et qui doit être discuté d'une manière ou d'une autre, ou du moins qui doit être une synchronisation avec ce que l'audience a l'habitude de voir. Et la deuxième, c'est le besoin que le créateur de contenu y mette un peu du sien, afin de pouvoir bien inclure la sponsorisation au reste du contenu. Et Clayton Jacobs continue en mettant le point sur le fait que rendre un contenu sponsorisé authentique est une des clés d'une bonne collaboration entre une marque et un influenceur. C'est difficile à gérer, surtout que désormais, les sponsors changent de campagne avec les créateurs de contenu sur une base hebdomadaire, voire même à des fréquences plus courtes. Cela peut prendre beaucoup d'énergie et de crédit pour les 2 parties. Et la création de ces publicités doit se faire tout en sachant que le créateur doit conserver l'authenticité et l'identité qu'il offre à son audience. Les publicités font perdre beaucoup de points de confiance aux créateurs de contenu, et c'est une des raisons pour lesquelles nous trouvons l'économie de création de contenu si intéressante d'un point de vue publicitaire. Le niveau de confiance entre une audience et un créateur de contenu sur ces plateformes est bien plus élevé qu'avec des médias plus traditionnels.
car le contenu est généralement perçu comme plus authentique. Et donc, maintenir cette authenticité reste un des points critiques. En effet, on le voit beaucoup dans les collaborations entre streamers et sponsors notamment sur Twitch. Souvent les streamers expliquent, sont transparents avec les contenus, même parfois avec les revenus qu'ils gagnent lorsqu'ils font leur campagne, sauf si ce n'est pas dans le contrat, mais ils essayent en général d'être très clairs avec leur communauté, et ils expliquent les proportions des revenus qu'ils ont à travers la sponsor et les proportions des autres revenus qu'ils gagnent à travers, notamment en grande partie, des dons qu'ils reçoivent des personnes qui les regardent, et c'est vraiment important cette confiance installée entre le créateur de contenu et sa communauté. Mais on peut quand même se demander si un contenu sponsorisé peut être vendu comme authentique. Est-ce qu'il y a une vraie authenticité dans comment vendent les créateurs de contenu les produits qui au final les rémunèrent? C'est ce à quoi répond tout de suite Clayton Jacobs. Je crois que c'est possible de rester authentique. Je reste convaincu que ce n'est pas utopique d'estimer que l'audience est désormais capable de comprendre que c'est la profession de quelqu'un et que son contenu a besoin d'être monétisé. J'ai aussi dans l'idée qu'il y a une immense variété dans les possibilités qu'a quelqu'un de monétiser son contenu tout en gardant son côté authentique. Ce n'est pas seulement dans la manière dont la publicité est intégrée. Il y a d'autres facteurs, comme les sociétés avec lesquelles le créateur de contenu choisit ou non de travailler, s'ils éprouvent un intérêt dans le produit qu'ils présentent, s'ils sont transparents avec leur communauté, etc. Je pense qu'une des principales raisons qui fait qu'un créateur perde du crédit et de la confiance est quand il n'est pas clair et franc sur le fait qu'un produit soit sponsorisé ou non. On voit ce genre de situation très fréquemment. Même dans la plupart des produits, cette rémunération est légale et que cela ne devrait permettre aux créateurs de ne pas être catégorisés. Si tu regardes un domaine en particulier, prenons les cryptos par exemple. Je pense qu'il y a un faible niveau de confiance en ce produit à la base dans le public des plateformes de médias et réseaux en ligne. Et donc, je trouve important d'aller à la rencontre des créateurs pour leur expliquer que les collaborations les plus efficaces sont celles où les créateurs voient la valeur du produit qu'ils présentent et peuvent bénéficier de la valeur du produit. Ça n'est pas toujours le cas, mais cela reste la meilleure manière d'intégrer une publicité à un contenu. That can't always be the case, but those are ended up being the best type of integrations. Et pour terminer cet épisode, nous allons parler enfin de comment le modèle commercial a été pensé par Clayton Jacobs quand il a commencé sa startup. Il va un petit peu expliquer de manière technique tout ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de revenir sur certains termes qui sont assez complexes et poussés dans le domaine du marketing et de l'analyse de données. So the original thesis for the company was basically Moneyball for influencers. Quand on a commencé notre projet, on voulait devenir le Moneyball des influenceurs. On s'est tout de suite posé la question, comment avoir un regard de manière quantitative sur les performances de tous ces créateurs différents et de les associer à de l'analyse prédictive. Et la question à ce moment-là est de savoir s'il est possible d'esquisser un modèle d'après l'évolution d'un créateur, les thèmes de chaque contenu qu'ils produisent ou encore l'audience qu'ils génèrent pour les clients potentiels. Quand on a commencé, on se concentrait principalement sur le marché du gaming pendant les 6 premiers mois. On a fait ce type d'analyse pendant 3 ans et demi. Mais les 6 premiers mois ont consisté à éprouver nos analyses en les retournant dans tous les sens, jouer avec après nos journées de travail afin d'essayer de déterminer si nos modèles étaient fonctionnels ou non. Et ce que nous nous sommes rapidement rendus compte est que notre concept s'appliquait à des champs qui allaient bien au-delà du gaming et que plein de sociétés avaient des besoins dans ce domaine. Donc nous avons élargi l'étendue de notre projet pour couvrir n'importe quel produit numérique. E-commerce, jeux vidéo qui sont les 2 sections dans lesquelles nous avons nos plus gros clients, mais aussi pour les sociétés en biens de consommation, le tourisme, etc. Cela continue à évoluer de plus en plus. À l'origine, la vision de la société était plutôt de créer une plateforme de collecte et de partage de données de type Sphere. Et au final, nous avons créé un moteur de recherche pour les influenceurs.
Il fonctionne bien et a rempli sa mission. Mais le problème est qu'il n'était pas encore assez poussé et adapté à la demande du marché, ce qui finissait par revenir à vendre des services similaires à ceux d'une agence d'artistes ou de recrutement. Après avoir reçu des dizaines, voire même des centaines d'appels de retour sur impression de la part des services marketing, il s'est avéré que le problème était d'avoir la plateforme de données d'un côté et celle de moteurs de recherche de l'autre. Et là où notre société a commencé à rencontrer des projets réussis, c'est lorsque nous avons commencé à développer des produits pour des clients qui nous confiaient l'intégralité de leur campagne marketing. Car nous avions la capacité en interne de développer les outils pour rechercher les créateurs les plus adaptés à leurs besoins. Avec les autres agences, ils avaient plutôt un rapport leur donnant des profils basés sur de la comptabilité, alors que chez nous, le rapport se concentrait sur les performances en marketing et le retour sur investissement. Désormais, nous nous orientons plus sur un modèle circulaire en investissant plus d'argent sur notre plateforme afin d'adapter nos outils internes à des utilisateurs tierces. Il a parlé de plusieurs concepts différents, des concepts de marketing et de plateforme en analyse de données assez complexes, notamment le SPEAR, SPEAR, qui est un concept assez courant et qui a d'abord évolué dans le phishing et qui s'est ensuite adapté à des plateformes vraiment générales d'analyse de données. Pour information, dans le phishing, il y a plein de façons de faire différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le spear phishing, c'est de faire des choses plus ciblées. Et ben là, c'est du spear informing, donc c'est de donner des informations très ciblées sur des personnes, mais toujours aller plus loin dans le détail de l'information, en fait. Voilà, c'est ça le spear data, et donc voilà, je voulais en parler un tout petit peu avant de passer sur le dernier concept qui est celui de Moneyball, qui est une histoire un peu particulière, en fait. Moneyball, c'est tout d'abord un livre sur une histoire vraie qui est The Art of Winning an Unfair Game, qui est un ouvrage américain de Michael Lewis publié en 2003. Il décrit l'approche moderne, analytique, dite de sabermétrie, et cette œuvre qui parle de cette nouvelle stratégie est devenue une œuvre tellement iconique que le terme est utilisé de nos jours pour tout concept innovant dans le monde des statistiques. Moneyball part de l'idée que la connaissance collective des professionnels du baseball, les joueurs, les managers, les entraîneurs, les recruteurs et les dirigeants du siècle dernier est subjective et faillible. Suivant cette idée, des statistiques telles que les buts volés, les SB, les points produits, les RBI et les moyennes au bâton, les AVG, alors utilisés fréquemment pour évaluer les joueurs, sont des reliques du 19e siècle et ne permettent pas de refléter le vrai niveau des joueurs. Les études statistiques ont donc démontré que les moyennes de présence sur les buts, les OBP, et de puissance, les SLG, sont de meilleurs indicateurs de la performance offensive d'un joueur, et les A's étaient convaincus que ces qualités intrinsèques étaient accessibles plus facilement sur le marché que les qualités historiques de vitesse et capacité de contact. Ces observations ne sont pas partagées par tous les acteurs du baseball professionnel conventionnel. Grâce à ce travail d'études statistiques, l'équipe 2002 des Athletics était aussi compétitive avec une masse salariale de 41 millions de dollars américains que les grosses écuries de la Ligue américaine, telles que les Yankees de New York, qui, elles, disposaient de 125 millions de dollars américains. Donc avec à peu près un tiers du budget, ils arrivaient à faire à peu près aussi bien. En raison de ces faibles revenus, Oakland fait partie des franchises forcées de trouver des joueurs sous-évalués sur le marché, que ce soit du repêchage amateur, et cette nouvelle technique semble alors porter ses fruits sur les athlètes. Moneyball aborde aussi la méthode de prospection des dépisteurs des aces. Donc on est toujours dans le baseball, hein. Selon les défenseurs de la sabermétrie, un joueur évoluant en université a de plus grandes chances d'évoluer en MLB qu'un joueur repêché à l'école secondaire. D'après Bean, le risque est plus important quand on choisit un joueur de l'école secondaire, quelle que soit son évaluation physique et mentale faite par les recruteurs, que lorsque l'on sélectionne un joueur d'université. Lewis cite Jeremy Bonderman, joueur de ligue mineure des A's, comme un exemple classique de joueur sélectionné par la franchise en 2001 avec un avis défavorable de Bean. Bonderman avait toutes les capacités pour évoluer un jour au niveau MLB,
donc la Ligue nationale de baseball américaine, hein, mais des milliers de joueurs signés par des franchises n'ont pas réussi à atteindre le plus haut niveau du baseball américain. Il détaille l'approche de Beane lors du repêchage amateur de 2002 où la franchise choisit de nombreux joueurs très tôt pendant la période de recrutement. Chaque équipe choisit à tour de rôle et sur plusieurs tours. Pour résumer un peu comment cela se fonctionne au niveau des recrutements. Et donc, enfin, l'ouvrage retrace l'histoire du mouvement de la sabermétrie jusqu'à Bill James et Craig R. Wright. Michael Lewis explique comment Baseball Abstract, une publication annuelle de James de la fin des années 70 à la fin des années 80, a influencé toute une génération de jeunes qui intègrent les sphères de management des organisations professionnelles de la LNB depuis les années 2000. Voilà donc pour Moneyball, j'espère que ce terme vous est un peu plus familier maintenant et peut-être qu'il sera réutilisé dans les prochaines interviews, donc vaut mieux s'y référencer un petit peu plus. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grain de Business et on continue avec Clayton Jacobs, encore pour quelques séries. Il a beaucoup de choses à dire et les choses sont complexes donc elles demandent un petit peu de mise en contexte. Merci à tous d'avoir suivi Radio Taïwan International et Grain de Business, c'était Valentin Floquet, excellente journée à tous.